Le bloc des enchères était le dernier endroit où Nora Adams s'attendait à se retrouver. Un sac de jute grossier lui recouvrait la tête, tandis que des mains rugueuses la poussaient en avant. Les railleries de la foule transperçaient le tissu étouffant, leur voix se mêlant à la chaleur poussiéreuse du territoire du Montana en 1876. Elle luttait contre la corde qui lui liait les poignets, déterminée à ne pas montrer sa peur, malgré les battements de son cœur contre ses côtes. Et maintenant, messieurs, la voix du commissaire-priseur résonna sur la plateforme improvisée. Une femme raffinée venue de l'Est, instruite, dit-on, et pleine d'entrain. Parfaite pour tout homme qui souhaite une épouse capable de lui faire la lecture pendant les froides nuits d'hiver. Des rires parcoururent la foule et Nora serra les mâchoires. 2 semaines auparavant, elle enseignait dans une école de Philadelphie. À présent, elle était vendue au plus offrant, accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis, avec pour seul bien la robe en lambeaux qu'elle portait. « Est-ce que j'entends 50 $ demanda le commissaire-priseur. « 25 » cria quelqu'un. « On ne peut même pas voir son visage » se plaignit une autre voix. « C'est le but de la vente, les gars. » Le commissaire-priseur rit. « Une marchandise mystérieuse, mais on me dit qu'elle est jolie. 30 $. Est-ce que j'entends 30 ?»« 30 » demanda une voix bourrue. « 40 » cria un autre. Les enchères continuèrent, les montants grimpant lentement tandis que les hommes pariaient sur ce qui pouvait se trouver sous le sac. Nora tremblait, ses jambes menaçant de se dérober sous elle. Elle avait entendu parler de ces ventes aux enchères de femmes envoyées dans l'Ouest pour épouser des inconnus. Mais là, c'était différent. Il s'agissait d'une punition orchestrée par le riche banquier dont elle avait repoussé les avances et dont les mensonges l'avaient fait condamner pour vol et lui avaient valu cette humiliation. 100 $. La nouvelle voix coupa court au bavardage, profonde, ferme, autoritaire. La foule se tut. « Eh bien, » dit le commissaire-priseur d'un ton traînant, surpris par cette somme généreuse. « Nous avons 100 $ de M. Tucker Jones. Y a-t-il d'autres enchérisseurs, messieurs? » Le silence régnait. 100 $, c'était plus que ce que la plupart des hommes gagnaient en 2 mois. Une fois, 2 fois, adjugé à M. Jones. Nora se sentit tirer en avant, puis descendit dans les marches de l'estrade. Des mains puissantes la stabilisèrent, différentes de la poigne brutale qui l'avait poussée sur le bloc des enchères. Elle entendit le cliquetis des pièces comptées, puis se sentit éloignée de la foule. Ce n'est qu'une fois qu'ils furent à bonne distance que les mains la lâchèrent. Nora resta immobile, ne sachant pas ce qui l'attendait. « Madame, » dit doucement la voix de son acheteur, « je vais maintenant retirer ce sac. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, elle sentit le tissu rugueux se soulever et plissa les yeux face à la lumière soudaine du soleil. Nora se retrouva face aux yeux bleus les plus saisissants qu'elle eût jamais vus. Ils appartenaient à un homme grand, à la peau bronzée et aux cheveux foncés légèrement bouclés, sous un chapeau de cow-boy usé. Son expression était indéchiffrable, tandis qu'il étudiait son visage. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis, à sa grande surprise, il plongea la main dans la poche de son gilet et en sortit un petit couteau. Avec des gestes prudents, il coupa les cordes qui lui liaient les poignets. « Je m'appelle Tucker Jones », dit-il d'une voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre. « Et je vous épouserai aujourd'hui si vous le voulez bien. Non pas parce que je vous ai acheté, mais parce qu'aucune femme ne devrait être vendue comme du bétail, et que le mariage est le seul moyen que je connaisse pour vous protéger correctement dans cette région. » Nora se frotta les poignets irrités, l'esprit en ébullition. « Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » Son regard s'adoucit légèrement. « J'en sais assez. Je sais reconnaître l'injustice quand je la vois. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à la foule toujours rassemblée autour du bloc des enchères. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le shérif regarde ailleurs aujourd'hui, mais cela ne durera pas. J'ai une propriété au nord d'ici. Ce n'est pas grand-chose, mais vous y serez en sécurité. C'est à vous de choisir, mademoiselle Adams. » Elle dit « Nora Adams. » Tucker acquiesça. « Mademoiselle Adams, qu'en dites-vous? » Nora regarda la ville, les hommes qui avaient enchéri sur elle comme si elle n'était rien d'autre qu'une marchandise. Puis elle regarda Tucker Jones, un inconnu qui venait de dépenser une petite fortune pour lui offrir un choix. « Je vais vous épouser aujourd'hui, Monsieur Jones, » dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était en réalité. « Et je vous en remercierai, mais ne vous attendez pas à une épouse modèle. Il s'agit d'un arrangement par nécessité, rien de plus. »
Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Je n'en présumerais pas autrement, Mlle Adams. Il lui offrit son bras, et après un moment d'hésitation, elle le prit. Alors qu'ils marchaient vers la petite église à la lisière de la ville, Nora ne pouvait s'empêcher de se demander quel genre d'homme dépenserait 100 dollars pour épouser une femme qu'il n'avait jamais vue, pour ensuite la traiter avec plus de respect que tous les hommes qu'elle avait connus auparavant. Le mariage, si on pouvait l'appeler ainsi, fut bref et dépourvu de cérémonie. Le pasteur aux cheveux blancs haussa les sourcils en voyant l'apparence débraillée de Nora, mais ne posa aucune question lorsque Tucker glissa 5 dollars supplémentaires dans sa paume. Deux inconnus rencontrés dans la rue servirent de témoins, attirés par la promesse d'un verre gratuit après la cérémonie. Tucker James Jones, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Demanda le pasteur d'une voix monocorde et mécanique. Oui, répondit simplement Tucker. Et toi, Nora Elizabeth Adams, acceptes-tu de prendre cet homme pour époux? Nora hésita, soudainement submergée par l'importance de ce qu'elle était en train de faire. Elle regarda Tucker, qui se tenait droit et solennel à côté d'elle. Ses yeux rencontrèrent les siens, et quelque chose dans son regard, une promesse silencieuse, lui donna le courage de répondre. « Oui, dit-elle, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Tu peux embrasser la mariée. » Tucker se pencha vers elle et déposa un baiser très doux sur sa joue, ses lèvres effleurant à peine sa peau. Puis il recula, signa le certificat de mariage et lui tendit une simple alliance en or. « Elle appartenait à ma mère, dit-il doucement. Tu n'es pas obligé de la porter si tu ne veux pas. » Nora la glissa à son doigt et constata qu'elle lui allait à merveille. « Merci. » À l'extérieur de l'église, une charrette attendait. Tucker l'aida à monter sur le siège en bois, puis détacha son cheval à l'arrière et le monta. « Il faut environ 4 heures pour rejoindre la ferme, » dit-il. « La route peut être chaoteuse. Ça ira? » Nora acquiesça, essayant encore d'assimiler tout ce qui venait de se passer. « Monsieur Jones Tucker, corrigea-t-il. Je pense que vous devriez m'appeler Tucker maintenant. »« Tucker, rectifia-t-elle. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui. » Il ajusta son chapeau, protégeant ses yeux du soleil couchant. « Pas besoin de remerciements. J'ai fait ce que tout homme honnête aurait fait. » Mais alors qu'ils quittèrent la ville, Nora savait que ce n'était pas vrai. Des hommes honnêtes se trouvaient dans cette foule, enchérissant sur elle comme si elle était du bétail. Cet homme, son mari désormais, aussi étrange que cela puisse paraître, avait fait quelque chose d'extraordinaire. Le trajet jusqu'à la ferme de Tucker se déroula dans un silence quasi total. Nora était épuisée, son corps endolori par des semaines de mauvais traitements. À plusieurs reprises, elle faillit s'assoupir, sursautant lorsque le chariot heurtait un nid de poule particulièrement profond sur la route. Tucker chevauchait à ses côtés, lui indiquant parfois des points de repère ou l'avertissant des passages difficiles d'avenir, mais la laissant sinon à ses pensées. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le paysage vallonné, Nora rassembla enfin le courage de poser la question qui la taraudait. « Pourquoi étiez-vous à cette vente aux enchères aujourd'hui? » Tucker resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Finalement, il dit « J'étais en ville pour m'approvisionner. J'ai entendu parler de la vente aux enchères par le commerçant. » Il fit une pause. Il m'a dit qu'il vendait une femme de l'Est accusée de vol. Ça ne me semblait pas normal. Vous ne croyez pas que j'étais coupable? Il lui jeta un coup d'œil. Peu importe que vous l'ayez été ou non. Personne ne devrait être vendu comme ça. Nora observa son profil, fort et buriné par le soleil et le vent. Je n'étais pas coupable, vous savez. J'étais enseignante à Philadelphie, et un homme puissant, voulait de moi comme maîtresse. Quand je l'ai repoussé, il m'a accusé d'avoir volé une broche de grande valeur. Tucker acquiesça lentement. Je me doutais que c'était quelque chose comme ça. C'est vrai, la façon dont vous vous teniez sur cette estrade, fier, même avec un sac sur la tête. Ce n'est pas l'attitude d'un voleur. Cette simple observation toucha Nora de manière inattendue. Après des semaines pendant lesquelles son caractère avait été remis en question et calomnié, être vraiment vu par cet inconnu était bouleversant. « Regarde là-bas, » dit Tucker en pointant du doigt. « C'est la ferme. » Dans la lumière déclinante, Nora distingua une modeste cabane nichée au pied d'une pente douce. Une petite grange se trouvait à proximité, et un corral abritait plusieurs chevaux. De la fumée s'échappait de la cheminée en pierre, ce qui lui sembla étrange. « Avez-vous de la famille? » demanda-t-elle,
se demandant soudain si elle était ramenée chez une famille d'hommes Jones. Tucker secoua la tête. Juste moi. Et Madame Whitley, de la ferme voisine. Elle vient une fois par semaine pour aider à faire la lessive et d'autres tâches. Elle a dû allumer le poêle avant de partir aujourd'hui. En s'approchant, Nora constata que la cabane, bien que simple, était bien entretenue. Un petit potager sur un côté présentait des rangées bien ordonnées de légumes et des fleurs sauvages poussaient près de la porte d'entrée. C'était très différent de la maison de ville de sa famille à Philadelphie, mais il y régnait une tranquillité qui apaisait son âme fatiguée. Tucker l'aida à descendre du chariot, ses mains fortes mais douces autour de sa taille. Pendant un instant, ils restèrent proches l'un de l'autre, et Nora prit soudain conscience de sa grande taille, de la façon dont sa présence semblait l'envelopper sans être menaçante. « Je vais vous montrer l'intérieur, » dit-il en reculant. « Vous devez avoir faim. » L'intérieur de la cabane était propre et bien rangé, bien que spartiate. La pièce principale servait à la fois de cuisine et de salon, avec une table solide, 2 chaises et un fauteuil confortable près de la cheminée. 2 portes donnaient sur la pièce principale. « C'est ma chambre, » dit Tucker en montrant une porte. « Et celle-là sera la tienne, » indiqua-t-il. « La deuxième porte. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est privé. » Nora cligna des yeux, surprise. « Ma propre chambre. » Tucker accrocha son chapeau à un crochet près de la porte. « Comme je l'ai dit à l'église, c'est un arrangement par nécessité. Je t'ai promis de te protéger, pas de... » Il s'éclaircit la gorge. « Eh bien, tu sais, elle fut envahie par un sentiment de soulagement, rapidement suivi d'une étrange déception qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. « Merci, dit-elle. C'est très attentionné. » Tucker se dirigea vers la cuisinière où mijotait une marmite. Madame Whitley a laissé du ragoût. « Vous avez faim? » Comme pour répondre, l'estomac de Nora gargouilla bruyamment. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir, une maigre portion de pain dur et une soupe insipide. Les lèvres de Tucker esquissèrent ce qui aurait pu être le début d'un sourire. « Je prends ça pour un oui. » Ils mangèrent dans un silence relatif, Tucker lui servant un généreux bol de ragoût savoureux et de grosses tranches de pain frais. Nora essaya de conserver un semblant des bonnes manières à table qu'on lui avait enseignées, mais la faim l'emporta et elle dévora son repas avec une hâte inconvenante. « Il y en a encore, » dit Tucker lorsqu'elle eut fini son bol. « Et tu peux te servir. » Nora hésita, puis acquiesça. « Oui, merci. » Tout en mangeant plus lentement cette fois-ci, elle observa son nouveau mari assis en face d'elle. À la lumière chaude des lampes à huile, elle pouvait le voir plus clairement qu'auparavant. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé au premier abord, peut-être 30 ans, à peine plus âgé qu'elle qui en avait 23. Ses traits étaient forts et réguliers, ses mains larges et cailleuses à force de travailler. Il mangeait efficacement, sans se presser, mais sans s'attarder, comme un homme habitué à considérer la nourriture comme un carburant plutôt que comme un plaisir. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda-t-elle, rompant le silence. « 7 ans, » répondit-il. « J'ai construit la cabane moi-même. J'ai commencé avec juste le terrain et une tente. » Avant de répondre, il termina son ragoût. « Au Texas, j'ai principalement élevé du bétail pendant un certain temps, puis j'ai combattu pendant la guerre. » Nora posa sa cuillère dans son bol vide. « La guerre? Vous voulez dire la guerre civile? » Tucker acquiesça. « Je me suis enrôlé dans la cavalerie de l'Union en 63, quand j'avais 18 ans. J'ai été démobilisé en 65. Cela le rendait 31 ans plus âgé qu'elle ne le pensait, mais pas de beaucoup. Et puis vous êtes venu ici. Pas tout de suite. J'ai vagabondé pendant quelques années, puis j'ai gagné ce terrain au poker à un homme qui ne l'avait jamais vu. Cela s'est avéré être une bonne affaire. » Nora essaya de concilier l'image du jeune soldat avec celle de l'homme posé qui se tenait devant elle. « Avez-vous de la famille ailleurs? » Une ombre passa sur son visage. « Plus maintenant. J'ai perdu mes parents à Calera quand j'avais 16 ans. J'avais un petit frère, mais il n'a pas survécu à la guerre. »« Je suis désolé, » dit Nora doucement. Tucker se leva et commença à débarrasser la table. « C'était il y a longtemps. »« Et vous? Quelqu'un qui vous cherche? » Nora secoua la tête. « Mes parents sont morts dans un incendie il y a 2 ans. J'ai une cousine à Boston, mais nous n'avons jamais été proches. Je doute qu'elle sache même ce qui m'est arrivé. » Tucker acquiesça, acceptant cette information sans commentaire. Il plaça la vaisselle dans un bac d'eau, puis se tourna vers elle. « Vous devez être fatigué. Je vais vous montrer votre chambre. »
La deuxième chambre était petite mais propre, avec un lit étroit, une commode et un lavabo. Une couette faite main dans des tons bleus et verts recouvrait le lit et une petite fenêtre donnait sur le jardin. Il y a de l'eau dans le tableau, dit Tucker. La salle de bain est à l'arrière, mais il y a un pot de chambre sous le lit si vous en avez besoin pendant la nuit. Je vais apporter vos affaires. Mes affaires? Demanda Nora, perplexe. Du chariot. Votre mal? Nora sentit un élan d'espoir. Je n'ai pas de mal. Ils ont tout pris quand j'ai été arrêté. Tucker fronça les sourcils. Ce n'est pas normal. Attendez ici. Il revint quelques minutes plus tard avec une petite caisse en bois. Ce n'est pas grand-chose, juste quelques affaires que Madame Whitley a laissées. Une chemise de nuit, une robe, quelques articles féminins. Il semblait légèrement mal à l'aise. Elle a une fille de votre taille qui a déménagé à Denver l'année dernière. Elle a laissé quelques affaires derrière elle. Nora prit de la caisse, touchée par cette gentillesse inattendue. Merci, dit Tucker en hochant la tête. Je vous laisse vous reposer. Nous pourrons discuter davantage demain matin. Il hésita à la porte. Bonne nuit, Madame Jones. Ce nom l'a surpris. Bonne nuit, Tucker. Après son départ, Nora s'assit sur le bord du lit, submergée par les événements de la journée. Quelques heures plus tôt, elle était une prisonnière condamnée à une vie de servitude, voire pire. À présent, elle était Madame Tucker Jones, maîtresse d'une modeste propriété, avec un mari qui la traitait avec un respect inattendu. Elle enfila une simple chemise de nuit en coton, se lava le visage et les mains à l'eau fraîche du pichet, puis se glissa sous la couette. Malgré son épuisement, le sommeil la fuyait. Le lit était assez confortable, mais des bruits inconnus la maintenaient éveillée. Le craquement de la cabane qui s'installait, le hurlement lointain de ce qui pouvait être un coyote, et les pas occasionnels de Tucker qui se déplaçait dans la pièce principale. Finalement, elle l'entendit entrer dans sa chambre et fermer la porte. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de se détendre, son corps cédant à la fatigue, tandis que son esprit continuait à se demander ce que demain lui réservait dans cette nouvelle vie étrange. Le matin arriva avec le chant du coq et la douce lumière dorée de l'aube qui filtrait à travers la petite fenêtre. Pendant un instant, Nora fut désorientée, l'environnement inconnu déclenchant un élan de panique avant que les événements de la veille ne lui reviennent en mémoire. Elle n'était plus à Philadelphie, ni en prison, ni sur le marché aux enchères. Elle se trouvait dans le Montana, dans la maison d'un homme qu'elle avait épousé moins d'un jour après l'avoir rencontré. Elle se leva et enfila la simple robe en calicot que Madame Whitley avait laissée. Elle était un peu ample au niveau du corsage et courte aux chevilles, mais elle était propre et intacte, contrairement aux vêtements en lambeaux qu'elle portait depuis des semaines. Elle trouva une brosse à cheveux parmi les affaires et la passa dans ses cheveux bruns emmêlés jusqu'à ce qu'ils tombent en boucle lisse sur ses épaules. Lorsqu'elle sortit de sa chambre, la pièce principale était vide, mais une cafetière chauffait sur la cuisinière et une assiette recouverte d'un torchon était posée sur la table. Une note à côté indiquait « Je suis simplement allé vérifier le pâturage nord, de retour en milieu de matinée. » Sous le torchon, elle trouva des biscuits encore chauds et un pot de ce qui semblait être de la confiture de pommes. Son estomac gargouilla, lui rappelant que malgré le copieux ragoût de la veille, son corps compensait encore des semaines de malnutrition. Après avoir mangé, Nora explora la cabane plus en détail. Tout était propre et fonctionnel, avec quelques touches décoratives. Une étagère dans un coin contenait une petite collection éclectique, des manuels pratiques sur l'agriculture et l'élevage, une Bible, plusieurs recueils de poésie et des exemplaires bien usés de l'Iliade et de l'Odyssée. Ce dernier élément la surprit. Elle n'aurait pas imaginé Tucker comme un lecteur de littérature classique. Sur la cheminée, dans un cadre en bois, se trouvait une seule photographie, un portrait de famille montrant un homme au visage sévère, une femme à l'air doux et deux garçons. Le plus jeune avait peut-être 12 ans et arborait d'un sourire malicieux, tandis que l'aîné, sans aucun doute le jeune Tucker, se tenait droit et solennel. Ce devait être la famille qu'il avait perdue. Se sentant soudain comme une intruse, Nora détourna les yeux de la photo. Elle trouva un balai dans un coin et se mit à balayer le sol déjà propre, ayant besoin de s'occuper les mains et l'esprit. Elle venait de terminer cette tâche lorsque la porte s'ouvrit et que Tucker entra, apportant avec lui l'odeur de la terre réchauffée par le soleil et des chevaux. Il s'arrêta net lorsqu'il la vit, comme surpris de la trouver là, alors qu'elle n'aurait pu aller nulle part ailleurs. Nora ne pouvait l'imaginer. « Bonjour », dit-elle en posant le balai.
Bonjour, répondit-il en retirant son chapeau. Avez-vous bien dormi? Oui, merci, et merci pour le petit déjeuner. Il acquiesça et accrocha son chapeau à son crochet. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais je sais faire des biscuits. Madame Whitley fait les confitures. Un silence gênant s'installa entre eux. Nora joignit les mains devant elle, ne sachant pas trop ce qu'on attendait d'elle en tant qu'épouse de nom seulement. Je pensais qu'on devrait peut-être discuter, dit-elle finalement. Des arrangements, de ce que vous attendez de moi. Tucker fit un geste vers la table. Autant s'asseoir. Ils prirent les mêmes places que la veille au soir. Tucker se servit une tasse de café, puis remplit celle de Nora sans lui demander son avis. Je n'attends rien de vous que vous ne soyez disposé à donner, dit-il après avoir bu une gorgée. Vous êtes libre d'aller et venir à votre guise, mais je vous déconseille d'aller seul en ville pendant quelque temps. Les hommes qui étaient à cette vente aux enchères pourraient ne pas comprendre notre arrangement. Et quel est exactement notre arrangement? Demanda Nora en enroulant ses mains autour de sa tasse de café. Je vous suis vraiment reconnaissante pour ce que vous avez fait, mais je ne comprends pas pourquoi vous l'avez fait. Tucker resta silencieux pendant un long moment, les yeux fixés sur son café. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était plus basse qu'auparavant. Ma mère a été vendue, tout comme vous, non pas lors d'une vente aux enchères, mais échangée par son père pour régler une dette. Elle avait 16 ans. Mon père en avait 40. Elle n'avait pas son mot à dire. Nora eut le souffle coupé. Je suis désolé. Mon père n'était pas un homme cruel, mais il n'était pas gentil non plus. Ma mère méritait mieux. Il leva les yeux et la regarda droit dans les yeux. Quand je t'ai vu sur ce quai, je n'ai pas pu m'en aller, mais je ne veux pas que tu aies l'impression d'avoir troqué une forme d'esclavage contre une autre. Ce mariage était nécessaire pour te protéger, mais à part cela, tu ne me dois rien. L'honnêteté de ses paroles la toucha. Je veux gagner ma vie, dit-elle. Je n'ai pas peur du travail. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. J'ai remarqué que le sol était déjà propre. Nora rougit d'embarras, par habitude. J'ai vécu avec une famille à Philadelphie pendant que j'enseignais à l'école de leurs enfants. J'aidais aux tâches ménagères. Vous êtes enseignante? Elle acquiesça. Je l'ai été pendant 3 ans. Tucker réfléchit. Nous avons une petite école en ville. Elle n'est ouverte que pendant les mois d'hiver, lorsque les enfants ne sont pas occupés aux semailles et aux récoltes. Il manque toujours d'enseignants. L'espoir jaillit dans la poitrine de Nora. Pensez-vous qu'il m'embaucherait? Peut-être, répondit Tucker. Mais étant donné les circonstances qui vous ont amené ici, cela pourrait faire jaser. L'espoir s'estompa. Oui, je suppose. Donnez-leur le temps, conseilla Tucker. Laissez les gens apprendre à vous connaître d'abord. En attendant, il y a beaucoup à faire ici si vous cherchez du travail. Il faut s'occuper du jardin, nourrir les poules. J'ai l'intention de faire des conserves pour l'hiver, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Je peux faire tout ça, dit Nora avec enthousiasme. Et pour la cuisine, j'aurais besoin d'aide pour utiliser cette cuisinière. Elle est différente de celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Tucker acquiesça. Madame Whitley vient demain. Elle pourra vous montrer comment ça marche. Il vida sa tasse de café et se leva. Je dois réparer une clôture dans le pâturage ouest. Je serai probablement absent presque toute la journée. Je vous préparerai le dîner pour votre retour, promit Nora. Après le départ de Tucker, Nora se mit à découvrir sa nouvelle maison. Elle trouva le poulailler derrière la maison, où une douzaine de poules et un coq fier fournissaient des œufs et parfois de la viande. Le jardin était plus grand qu'il ne semblait vu de loin, avec des rangées de pommes de terre, de haricots, de carottes et d'autres légumes à différents stades de croissance. Un petit verger de pommiers se trouvait au-delà et des buissons de baies bordaient un côté de la propriété. À l'intérieur, elle fit l'inventaire du garde-manger et de la cave à légumes. Tucker gardait un larde bien approvisionné, des sacs de farine et de sucre, des bocaux de conserve et de cornichons, de la viande fumée et des fruits secs. Il y avait même un petit récipient de vrai thé, un luxe qu'elle ne s'attendait pas à trouver dans cette maison frontalière. Et milieu d'après-midi, Nora avait nettoyé la cabane de fond en comble, préparé un ragoût pour le dîner et commencé à faire lever la pâte à pain. Elle venait de faire une pause pour se reposer sur le petit porche lorsqu'elle vit un nuage de poussière approcher le long de la route. À mesure qu'il se rapprochait, elle distingua un chariot conduit par une femme coiffée d'un bonnet. Nora se leva, lissant nerveusement la robe qu'on lui avait prêtée.
Le chariot s'arrêta devant la cabane et une femme potelée d'une cinquantaine d'années, au visage agréable, en descendit avec une agilité surprenante. Eh bien, dit la femme en regardant Nora de haut en bas avec une curiosité franche, vous devez être la mariée. Je suis Harriet Whitley, votre voisine qui habite à 3 kilomètres à l'est. Nora s'avança et tendit la main. Nora Jones, ravie de vous rencontrer, Madame Whitley. Madame Whitley ignora sa main et serra Nora dans ses bras. Pas de formalité, ma chère. Mes amis m'appellent Harriet et je sens que nous allons devenir amis. Elle recula, ses yeux perçants, évaluant Nora. La robe de ma fille Emma vous va très bien, mais il faudra raccourcir l'ourlet. Où est-ce votre mari? Il répare une clôture dans le pâturage ouest, répondit Nora, encore sous le choc de cette étreinte inattendue. Harriet approuva d'un signe de tête. C'est un homme bien. Tucker Jones travaille plus dur que 3 hommes ordinaires. Il n'est pas très bavard, mais il est solide comme un roc. Elle regarda Nora de plus près. Il m'a dit qu'il vous avait rencontré en ville hier. Cela a été une cour très rapide. Nora hésita, ne sachant pas ce que Tucker avait raconté de leur rencontre inhabituelle. Oh, ne vous inquiétez pas pour les explications, continua Harriet en agitant la main d'un air dédaigneux. Tucker m'a raconté toute l'histoire quand il est venu hier soir pour me demander des vêtements pour Emma. Il m'a dit qu'il t'avait épousée dès la fin des enchères. Son expression s'adoucit. Tu as été courageuse de partir avec un inconnu. Mais tu as fait le bon choix, même si tu n'avais pas vraiment le choix. Nora fut envahie par un sentiment de soulagement. Il a été très gentil. Harriet gloussa. Gentil, oui, mais probablement aussi bavard qu'un poteau de clôture, je parierais. Elle fit un geste vers son chariot. J'ai apporté quelques affaires pour vous. Tucker m'a dit que vous n'aviez rien d'autre que les vêtements que vous portiez. Le chariot contenait plusieurs robes, des sous-vêtements, une paire de bottes robustes et divers articles personnels. Emma ne s'en apercevra pas, expliqua Harriet, tandis qu'elle se transportait les vêtements à l'intérieur. Elle a épousé un commerçant à Denver. Le Fancy Store vend-il des robes maintenant? Ce sont de bons vêtements, pratiques pour la vie au ranch. Nora était submergée par tant de générosité. Je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin de remercier. Ici, les femmes veillent les unes sur les autres. Il faut que ce soit comme ça. Harriet regarda autour d'elle dans la cabane d'un air approbateur. Je vois que vous avez été occupé. Cet endroit n'a jamais été aussi propre. Probablement depuis toujours. Elles passèrent les heures suivantes ensemble, Harriet montrant à Nora les détails du poêle en fonte, lui expliquant les meilleures façons de conserver les récoltes du jardin et lui donnant des informations utiles sur les fermes voisines et la petite ville de Willow Creek, située à environ 9 kilomètres au sud. Il n'y a pas grand-chose à voir ici, dit Harriet alors qu'elles travailleraient ensemble pour terminer le pain que Nora avait commencé. Il y a un magasin général, une forge, un saloon à éviter et une église qui sert également d'école en hiver. Le médecin vient une fois par mois depuis Helena, sauf en cas d'urgence. Tucker a mentionné que l'école pourrait avoir besoin d'un enseignant, dit Nora avec prudence. J'ai enseigné à Philadelphie avant de venir dans l'Ouest. Les yeux d'Harriet s'illuminèrent. Tu sais que c'est une chance? L'hiver dernier, c'est le vieux M. Farnsworth qui enseignait, et la moitié des enfants sont rentrés chez eux en pensant que la guerre de 1812 avait eu lieu en 1851. Elle secoua la tête avec dégoût. La mémoire de cet homme s'en va plus vite que sa vue, et ça en dit long. Au fil de l'après-midi, Nora se surprit à apprécier sincèrement la compagnie d'Harriet. La vieille femme était franche et parfois brusque, mais sous cette apparence se cachait une gentillesse authentique et une intelligence vive qui contredisaient son éducation formelle limitée. « Je ferais mieux de rentrer », finit par dire Harriet en regardant les ombres s'allonger. « Mon Henry va se demander si je me suis enfui avec un représentant de commerce, dit-elle en clignant de l'œil. Ce n'est pas comme s'il y en avait eu récemment qui valait la peine de s'enfuir avec. » Nora l'accompagna jusqu'à la charrette. « Merci pour tout, Harriet. Vraiment. » Harriet lui tapota la main. « Tout ira bien, Nora Jones. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Je n'habite qu'à 3 kilomètres à l'est et mon Henry fait le meilleur whisky de ce côté du Mississippi. À des fins médicinales uniquement, bien sûr. » Elle lui fit un nouveau clin d'œil. Après le départ d'Harriet, Nora retourna dans la cuisine pour finir de préparer le dîner. Elle venait de sortir le pain du four lorsque Tucker revint, l'air fatigué mais satisfait.
La clôture est réparée, annonça-t-il en accrochant son chapeau. Elle devrait tenir tout l'hiver. Il huma l'air avec satisfaction. Ça sent bon. Du ragoût de lapin, répondit Nora. J'en ai trouvé un déjà préparé dans la chambre froide. J'espère que ça ne te dérange pas. Pas du tout. C'est pour ça qu'il est là. Tucker se lava les mains dans le lavabo pendant que Nora mettait la table. Ils mangèrent en silence pendant un moment, puis Tucker demanda « Madame Whitley est saucée? J'ai cru voir des traces de roues dans la cour. » Oui, elle a apporté des vêtements et nous a beaucoup aidés. Nora hésita puis ajouta « Elle sait comment nous nous sommes rencontrés. » Tucker acquiesça, il s'en doutait. Il n'y a pas beaucoup de secrets par ici. Elle semblait l'accepter. Harriet juge les gens sur ce qu'ils sont, pas sur leurs origines. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Nora prit bonne note de cet avertissement. Elle m'a parlé de Willow Creek. Ça a l'air très petit. C'est vrai, acquiesça Tucker. Mais ça grandit. Le chemin de fer pourrait arriver d'ici 1 an ou 2. Cela changerait les choses. Serait-ce une bonne chose? Tucker réfléchit sérieusement à la question. C'est bon pour les affaires, mais peut-être pas pour la tranquillité. Je suis venu ici pour échapper à la foule. Nora se demanda ce qui avait poussé cet homme à rechercher la solitude. Quelles expériences pendant ou après la guerre l'avaient amené à se retirer dans cette ferme isolée? Mais elle ne posa pas la question. Ils étaient encore des étrangers malgré l'alliance à son doigt. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à se coucher, Nora se surprit à écouter les mouvements de Tucker dans la chambre voisine. Le mur entre leurs chambres était si fin qu'elle pouvait entendre le grincement de son lit lorsqu'il s'installait pour la nuit. Elle le trouvait étrange d'être si proche physiquement d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais auquel elle était liée par la loi et les circonstances. À Philadelphie, elle avait reçu plusieurs demandes en mariage, notamment celle du fils du banquier, dont le rejet avait indirectement conduit à sa situation actuelle. Aucun de ses prétendants n'avait suscité en elle d'émotion particulière. Pourtant, ce cow-boy discret, avec sa gentillesse et son respect inattendu, avait éveillé en elle quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. De la curiosité, se dit-elle fermement. Rien de plus. De la gratitude et de la curiosité. Mais alors qu'elle s'endormait, elle se surprit à se demander ce que cela ferait d'être vraiment la femme de Tucker Jones, dans tous les sens du terme. Les jours s'écoulèrent au rythme de l'été qui laissait place à l'automne. Nora s'adapta rapidement à la routine de la vie au ranch, se levant avec le soleil pour préparer le petit déjeuner, s'occupant du jardin, conservant ses récoltes pour l'hiver à venir et s'occupant des poules qui étaient devenues ses favorites inattendues. Elle avait donné un nom à chaque poule au grand amusement discret de Tucker et leur parlait chaque matin en ramassant les œufs. Tucker travaillait de l'aube au crépuscule, réparant les clôtures, s'occupant du petit troupeau de bétail qui paissait dans le pâturage nord, dressant le jeune poulain qui l'entraînait et préparant le ranch pour le rude hiver du Montana qui s'annonçait. Il rentrait souvent épuisé, mais prenait toujours le temps de s'enquérir de la journée de Nora, de la remercier pour les repas qu'elle préparait et parfois de lui raconter les nouvelles qu'il avait entendues de voyageurs de passage ou lors de ses rares excursions en ville. Ils s'installèrent dans une coexistence confortable, comme des étrangers amicaux partageant une maison. Tucker respectait sans faille l'intimité de Nora, n'entrant jamais dans sa chambre sans frapper, ne lui imposant jamais ses exigences et ne présumant jamais de ses droits en tant que mari. Parfois, lorsqu'elle le surprenait en train de la regarder avec une expression indéchiffrable, Nora se demandait s'il regrettait son sauvetage impulsif, s'il trouvait sa présence plus pesante qu'une bénédiction. Mais alors, il faisait quelque chose. Il lui apportait des fleurs sauvages qu'il avait trouvées en vérifiant les clôtures, ou il taillait une cuillère en bois pour remplacer celle qui s'était cassée, ou il lui offrait simplement un rare sourire lorsqu'elle maîtrisait une nouvelle compétence, et elle savait que quelle que soit cette situation, ce n'était pas un fardeau pour lui. 6 semaines après son arrivée, Tucker annonça au petit déjeuner qu'il devait se rendre en ville pour faire des provisions. « Nous sommes à court de farine et de sucre, dit-il en sirotant son café, et je dois aller chercher des outils chez le forgeron. J'ai pensé que tu voudrais peut-être m'accompagner. » Nora leva les yeux, surprise. « En ville, acquiesça Tucker. Je me suis dit qu'il était temps que tu découvres Willow Creek et que tu rencontres certains de nos voisins. » Il hésita. « À moins que tu ne préfères ne pas venir. »« Non, j'aimerais venir, répondit rapidement Nora.
À part les visites hebdomadaires d'Harriet, elle n'avait eu aucun contact avec d'autres personnes que Tucker depuis son arrivée au ranch. Tu penses que ça ira? Tucker comprit son inquiétude. Ils partirent après le petit déjeuner, emportant avec eux une charrette chargée de provisions nécessaires pour l'hiver à venir. Le trajet dura un peu plus de 2 heures, Tucker lui montrant les points de repère et les fermes voisines le long du chemin. Nora apprécia énormément cette sortie, posant des questions sur l'histoire du territoire et les familles qui s'y étaient installées. Vous en savez beaucoup sur tout le monde, remarqua-t-elle. Tucker haussa les épaules. Les gens parlent, j'écoute. Mais vous parlez rarement vous-même, le taquina gentiment Nora. Cela lui valut l'un de ses rares sourires. Il n'y a pas grand-chose à dire que quelqu'un d'autre n'ait déjà mieux dit. Alors qu'ils arrivaient au sommet d'une colline, la ville de Willow Creek apparut. Il s'agissait en effet d'une petite rue principale bordée d'une poignée de bâtiments de chaque côté et de quelques maisons éparpillées au-delà. Un ruisseau qui avait sans doute donné son nom à la ville, serpentait derrière les bâtiments, bordé de sol qui avait inspiré le nom de la colonie. C'est charmant, dit Nora, et elle le pensait vraiment. Après les rues bondées de Philadelphie, l'ouverture de cette ville frontalière avait quelque chose d'attrayant. Tucker guida le chariot jusqu'à un poteau d'attache devant le magasin général. Nous commencerons ici. Monsieur Hawley a presque tout ce dont nous avons besoin. Alors que Tucker l'aidait à descendre du chariot, Nora était très consciente des regards curieux des passants. Elle redressa le dos, leva le menton et lissa la robe bleu foncé que Harriet avait retouchée pour qu'elle lui aille parfaitement. « Madame Jones, dit Tucker d'un ton formel en lui offrant son bras. On y va? Nora posa sa main sur son bras, appréciant qu'ils reconnaissent publiquement leur relation. Prenez les devants, Monsieur Jones. Le magasin général était plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur, avec des étagères remplies de tout, des produits secs aux outils en passant par les vêtements prêts à porter. Un homme à lunettes, aux cheveux gris clairsemés, se tenait derrière le comptoir, le visage s'illuminant lorsqu'il vit Tucker. « Jones, il était temps que vous vous montriez en ville. Je commençais à croire que vous étiez devenu un ermite. » Son regard se posa sur Nora avec une curiosité évidente. « Et qui est cette charmante dame, Monsieur Hall? »« Voici ma femme, Nora, » dit Tucker. Une note de fierté dans sa voix réchauffa Nora de manière inattendue. « Nora, vous êtes Edgar Hawley, propriétaire du meilleur et unique magasin général de Willow Creek. » Monsieur Hawley haussa les sourcils. « Femme, eh bien, Tucker Jones s'est marié. Quand cela s'est-il produit? »« Il y a 2 mois, répondit calmement Tucker. 2 mois, et vous ne l'amenez en ville que maintenant. Honte à vous, Jones. » Monsieur Hawley contourna le comptoir pour prendre les mains de Nora dans les siennes. « Enchanté, Madame Jones. Vous devez avoir la patience d'une sainte pour supporter cet homme solitaire. » Nora sourit, réchauffée par l'attitude amicale du commerçant. « La solitude a ses charmes, Monsieur Hawley, mais je suis heureuse de découvrir enfin la ville. » « Eh bien, vous êtes une bouffée d'air frais, c'est certain. » Monsieur Hawley se tourna vers Tucker. « Les provisions habituelles, je suppose. » Pendant que Tucker discutait de sa liste avec le commerçant, Nora déambulait dans le magasin, examinant les articles exposés. Elle inspectait une étagère de livres lorsqu'une voix féminine s'éleva derrière elle. « Vous devez être la mystérieuse épouse de Tucker Jones. » Nora se retourna et découvrit une femme élégamment vêtue, aux cheveux noirs savamment coiffés et au regard perçant. Malgré la chaleur de la journée, elle portait une robe à la mode d'un bordeaux profond qui n'aurait pas déparé dans les plus beaux salons de Philadelphie. « Je suis Nora Jones, » confirma-t-elle en tendant la main. « Et vous êtes Victoria Blackwell, » répondit la femme, effleurant à peine les doigts de Nora avant de retirer sa main. « Mon mari est propriétaire du saloon et de la plupart des bâtiments de la ville. » Il y avait quelque chose dans son ton, une subtile insistance sur la propriété, qui mit immédiatement Nora sur ses gardes. « Ravi de vous rencontrer, Madame Blackwell. » Le regard de Victoria balaya la robe simple et les bottes pratiques de Nora. « Je crois comprendre que vous et Monsieur Jones avez eu une relation très mouvementée. » Le sous-entendu était clair. Nora sentit ses joues s'empourprer, mais elle garda une voix calme. Parfois, on sait immédiatement quand quelque chose est juste. Les lèvres maquillées de Victoria esquissèrent un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. En effet, on peut se demander ce qui amène une femme instruite de l'Est dans un endroit comme Willow Creek,
Surtout une femme qui finit par épouser un homme comme Tucker Jones. Un homme comme Tucker Jones, répéta Nora d'un ton plus froid. Vous voulez dire un éleveur travailleur, honnête et respecté? Victoria fit un geste de la main pour signifier son mépris. Oh, Jones est assez respecté. Il reste discret. Il paye ses dettes. Mais il n'est pas vraiment le genre d'homme que l'on s'attendrait à voir séduire une femme raffinée. Son regard se fit plus intense. Il y a des rumeurs, vous savez, sur la façon dont vous vous êtes rencontrés. Avant que Nora n'ait le temps de répondre, Tucker apparut à ses côtés. Madame Blackwell, dit-il en inclinant brièvement la tête, je vois que vous avez fait la connaissance de ma femme. En effet, répondit Victoria, son attitude changeant subtilement. Elle est très charmante. Vous êtes un homme chanceux, Monsieur Jones. Je le sais bien, dit Tucker en posant une main protectrice dans le creux du dos de Nora. Si vous voulez bien nous excuser, nous avons encore plusieurs endroits où nous rendre. Alors qu'il s'éloignait, Nora murmura, elle est au courant pour la vente aux enchères. Victoria Blackwell sait tout ce qui se passe dans un rayon de 80 km, répondit Tucker d'un ton sombre. Et ce qu'elle ne sait pas, elle l'invente. Ils terminèrent leurs achats efficacement, Tucker présentant Nora au forgeron, au receveur des postes et à plusieurs autres habitants de la ville qu'ils rencontrèrent. La plupart étaient amicaux et accueillants, même si Nora pouvait sentir de la curiosité et parfois du jugement derrière les civilités. Leur dernier arrêt fut la petite église à la lisière de la ville, où Tucker espérait parler au pasteur de la rentrée scolaire. Alors qu'il s'approchait du bâtiment blanc recouvert de planches, un homme grand et maigre, aux cheveux blancs hérissés et au visage sévère, apparut. « Reverend Miller », appela Tucker. « Vous avez un moment ?» demanda le pasteur en se retournant, son expression s'adoucissant légèrement lorsqu'il vit Tucker. « Monsieur Jones, quel plaisir inattendu !» Son regard se posa sur Nora et il la reconnut. « Et Madame Jones, je suppose que nous nous sommes déjà rencontrés, bien que dans des circonstances assez différentes. » Nora réalisa avec surprise qu'il s'agissait du même pasteur qui les avait mariés ce jour-là, un fait qu'elle avait oublié dans le tourbillon des événements. « Révérend, dit-elle, soudainement gênée, qu'est-ce qui vous amène en ville aujourd'hui? » demanda le pasteur d'un ton neutre. « Des provisions, répondit Tucker, et pour me renseigner sur l'école. » Nora était enseignante dans l'Est. Elle pensait qu'elle serait peut-être intéressée par un poste ici cet hiver. Les sourcils broussailleux du Reverend Miller se levèrent. « Vraiment? Nous avons effectivement besoin d'un enseignant. Monsieur Farnsworth a décidé que son rhumatisme ne lui permettrait pas de passer un autre hiver à s'occuper d'enfants. » Il observa Nora avec un regain d'intérêt. « Quelle matière enseignez-vous, Madame Jones? La lecture, l'écriture, l'arithmétique, l'histoire, la géographie et les sciences fondamentales, » répondit Nora. « J'ai enseigné à des enfants âgés de 6 à 12 ans à Philadelphie pendant 3 ans. Des références impressionnantes, reconnut le pasteur. Mais je dois être franc, il y a eu des rumeurs au sujet des circonstances inhabituelles de votre arrivée dans notre communauté. Certains parents pourraient avoir des inquiétudes. » Tucker se raidit à côté d'elle, mais Nora posa une main apaisante sur son bras. « Je comprends, révérend. Peut-être pourriez-vous me suggérer comment répondre à ces inquiétudes. » Le pasteur réfléchit. « Venez à l'église dimanche. Laissez les gens faire votre connaissance. Ensuite, nous pourrons discuter plus en détail du poste d'enseignante. » C'était plus que Nora n'avait espéré. « Merci, révérend. Nous serons là. » Alors qu'ils rentraient chez eux, le chariot chargé de provisions, Nora repensa aux rencontres de la journée. « Ce n'était pas aussi terrible que je le craignais, admit-elle. » Même si Madame Blackwell était plutôt directe, renifla Tucker. « C'est un mot pour le dire. Victoria se prend pour la reine de Willow Creek. Elle se vexe quand les gens ne s'inclinent pas et ne font pas les honneurs comme il se doit. Elle semblait particulièrement intéressée par notre relation. Victoria s'intéresse à tout ce qui peut faire l'objet de ragots. » Tucker lui jeta un coup d'œil. « Cela te dérange que les gens puissent penser quelque chose? » Nora réfléchit attentivement à la question. « Cela me dérange qu'ils puissent te juger parce que tu m'aides. Quant à moi, dit-elle en haussant les épaules, j'ai récemment fait face à des jugements pires que cela. » Tucker resta silencieux pendant un long moment. « Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Tu t'es comporté avec dignité. » Venant de Tucker, habituellement taciturne, c'était un grand compliment. Nora ressentit une vague de satisfaction qui dura tout le long du trajet de retour au ranch.
Ce soir-là, pendant le dîner, Tucker semblait inhabituellement pensif. Finalement, alors que Nora débarrassait la table, il dit « J'ai réfléchi à la question des couchages. » Nora faillit laisser tomber l'assiette qu'elle tenait. « Oh, dit Tucker en rougissant légèrement, ce n'est pas ce que tu penses. Je voulais dire que l'hiver approche. Il fait froid dans la chambre du fond. Il n'y a pas de cheminée. C'était vrai, la chambre de Nora, bien que confortable pendant les mois les plus chauds, commençait déjà à être fraîche la nuit à mesure que l'automne s'installait. Je pensais, continua Tucker, visiblement mal à l'aise avec le sujet, que je pourrais déménager mes affaires dans le grenier au-dessus de la grange. Comme ça, tu pourrais avoir la chambre principale. Elle a une cheminée. Nora le regarda, touchée par sa prévenance, mais consternée par sa suggestion. Tu veux dormir dans la grange en hiver? Ce n'est pas si mal. Je l'ai bien isolé l'année dernière. J'avais l'intention d'en faire un véritable dortoir pour quand j'embauche de l'aide pendant la saison des CV. C'est ridicule, dit Nora fermement. Je ne te laisserai pas dormir dans une grange pendant que je prends ton lit. C'est ta maison. Notre maison, corrigea Tucker doucement. Cette simple déclaration prit Nora au dépourvu. Oui, légalement, elle était sa femme et c'était désormais sa maison. Mais parfois, cela lui semblait encore temporaire, comme une visite prolongée qui pouvait prendre fin à tout moment. Notre maison, admit-elle, mais je ne te laisserai pas dormir dans la grange. Nous trouverons une autre solution. Tucker semblait vouloir discuter, mais il se contenta d'acquiescer. Très bien, nous trouverons une solution avant les premières neiges. Plus tard, allongée dans sa chambre de plus en plus froide, Nora se surprit à repenser à la proposition de Tucker. Elle en disait long sur cet homme, sur sa volonté de sacrifier son propre confort, sur son respect de ses limites, sur son acceptation silencieuse de la considérer comme une partie intégrante de sa vie. Au cours des 2 mois qu'elle avait passés à le connaître, il ne lui avait jamais donné l'impression d'être indésirable ou malvenu. Pourtant, il n'avait jamais laissé entendre qu'il souhaitait que leur mariage soit autre chose qu'un arrangement de convenance, même si elle le surprenait parfois à la regarder avec une intensité qui lui coupait le souffle. Nora se demandait s'il voulait plus, mais il n'avait jamais donné suite aux pensées qui motivaient ses regards, et elle était trop incertaine de ses propres sentiments et trop méfiante après ses expériences à Philadelphie pour s'engager dans une relation plus profonde. Pourtant, alors qu'elle serrait la couette autour d'elle pour se protéger du froid automnal, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce serait de partager la chaleur de la cheminée avec Tucker Jones. Et peut-être plus que la cheminée. Le dimanche arriva, clair et vif, avec les premiers signes de l'hiver qui approchait. Nora s'habilla avec soin, enfilant sa plus belle robe, une robe en laine vert foncé que Harriet avait retouchée pour qu'elle lui aille parfaitement, et se coiffa de manière simple mais élégante. Tucker avait lui aussi fait un effort, portant une chemise blanche impeccable et une cravate fine avec son pantalon sombre habituel, ses cheveux rebelles lissés en arrière avec de l'eau. « Tu es très jolie, dit-il lorsqu'elle sortit de sa chambre, ces mots lui coûtant visiblement un certain effort. « Merci, répondit Nora, touchée par le compliment. « Toi aussi. » Le trajet jusqu'à la ville fut calme, tous deux perdus dans leurs pensées au sujet de la journée à venir. Nora était nerveuse à l'idée d'affronter les habitants de la ville, d'autant plus qu'elle savait que son poste potentiel d'enseignante était en jeu. « Tout ira bien, » dit Tucker alors qu'ils approchaient de l'église, semblant lire dans ses pensées. « Sois toi-même. » « Et si cela ne suffit pas, » dit Tucker en serrant les mâchoires, « alors il ne te mérite pas comme enseignante. » Son soutien indéfectible redonna du courage à Nora. Elle releva le menton alors qu'il l'aidait à descendre de la voiture, déterminée à affronter l'accueil qui les attendait avec la même dignité qu'elle avait affichée lors de la vente aux enchères quelques mois auparavant. L'église était presque pleine lorsqu'ils entrèrent, et un silence perceptible s'abattit sur l'assemblée, tandis que les têtes se tournaient pour observer les nouveaux venus. Tucker guida Nora vers un banc près du fond, saluant plusieurs personnes d'un signe de tête en chemin. Harriet Whitley s'approcha immédiatement, resplendissante dans une robe violette et un chapeau assorti. « Il était temps que vous vous montriez à l'église, dit-elle assez fort pour que les personnes à proximité l'entendent. J'ai dit à tout le monde que notre nouvelle enseignante devait rencontrer la communauté comme il se doit. » Elle fit un clin d'œil à Nora. « J'ai déjà 3 familles impatientes de faire bénéficier leurs enfants d'une véritable éducation de Philadelphie. » Nora serra la main d'Harriet avec gratitude, comprenant que la femme plus âgée cherchait délibérément à créer une ambiance positive pour que les autres suivent.
Le service lui-même fut simple, le révérend Miller prononçant un sermon sur la charité et le jugement qui semblait particulièrement pertinent pour la situation de Nora, bien qu'il ne l'ait jamais regardé directement. Lorsque le dernier hymne fut chanté, le véritable test commença. Alors que les membres de la congrégation s'attardaient pour discuter, Harriet s'est désignée comme marraine officieuse de Nora, la présentant aux mères d'enfants d'âge scolaire et vantant fièrement les qualifications pédagogiques de Nora. Tucker restait à proximité, présence silencieuse mais rassurante, tandis que Nora répondait aux questions curieuses et aux regards parfois sceptiques. Madame Jones, une femme accompagnée de ses 3 jeunes enfants, s'approcha. « Je m'appelle Sarah Connolly. Mon mari dirige la livrée. Voici mes enfants, William, 8 ans, James, 6 ans, et la petite Mary, qui commencera l'école cet hiver. » Nora sourit aux enfants, en particulier à la petite fille timide qui se cachait en partie derrière la jupe de sa mère. « Ravi de vous rencontrer tous. William a vraiment la tête pour les chiffres, » poursuivit Madame Connolly. Mais James a du mal avec les lettres. Les garçons n'ont dit que M. Farnsworth leur tapait sur les doigts lorsqu'ils faisaient des erreurs. Elle regarda Nora d'un air interrogateur. « Je trouve que l'encouragement est bien plus efficace que la punition, » répondit Nora. « D'après mon expérience, les enfants apprennent mieux lorsqu'ils se sentent en sécurité et soutenus. » L'expression de Madame Coney s'adoucit. « C'est une approche rafraîchissante. Les garçons redoutaient l'école cet hiver. D'autres parents s'approchèrent, chacun avec des questions sur les méthodes d'enseignement de Nora ou des préoccupations concernant les besoins spécifiques de leurs enfants. Nora répondit honnêtement et patiemment, s'appuyant sur ses années d'expérience à Philadelphie. Peu à peu, elle sentit l'atmosphère passer du scepticisme à une acceptation prudente et, dans certains cas, à un enthousiasme sincère. Tout le monde n'était pas convaincu. Victoria Blackwell et un petit cercle de femmes élégamment vêtues observaient de loin, chuchotant parfois derrière leurs mains gantées, et un homme à l'air bourru s'approcha de Tucker plutôt que de Nora, parlant juste assez fort pour être entendu. « J'ai entendu dire que tu l'avais acheté aux enchères, Jones, c'est vrai? » Le visage de Tucker resta impassible. « J'ai payé pour libérer Madame Jones d'une situation injuste. Puis je l'ai épousée en bonne et due forme devant Dieu et des témoins. C'est tout ce que tout le monde a besoin de savoir. » L'homme persista. « Mais vous ne savez rien de son passé, de sa famille. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. » L'interrompit Tucker d'une voix basse mais ferme. « C'est ma femme. Point final. L'échange aurait pu s'envenimer, mais le révérend Miller choisit ce moment pour s'approcher de Nora. « Madame Jones, je n'ai entendu que des commentaires positifs sur vos qualifications. Si vous êtes toujours intéressée par le poste d'enseignante, je pense que nous pouvons trouver un accord. » Nora fut soulagée. « Je suis très intéressé, révérend. » « Excellent. » L'école commence généralement après la récolte, vers le 1er novembre, et se poursuit jusqu'à la saison des semailles en avril. Le salaire est modeste. 20 $ par mois plus les fournitures. C'est plus que raisonnable. Nora répondit que 20 $ était en effet modeste par rapport à son salaire à Philadelphie, mais que l'argent avait une autre signification ici, à la frontière. « Alors le poste est à vous, » dit le pasteur en lui tendant la main. « Bienvenue à Willow Creek, Madame Jones, officiellement. » Sur le chemin du retour, Nora avait du mal à contenir son excitation. « Avez-vous entendu ce que Madame Peterson a dit à propos de l'intérêt de son fils pour la géographie? Et les jumeaux Wellen sont apparemment des lecteurs voraces. Je vais devoir dresser une liste de lectures appropriées, et nous pourrions peut-être aménager un petit coin bibliothèque dans l'école. Oh, et je devrais commencer à préparer mes cours immédiatement. » Tucker gloussa, un son rare qui interrompit Nora au milieu de sa phrase. « Qu'est-ce qui te fait rire? » « Toi, dit-il d'une voix chaleureuse qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Je ne t'ai jamais vu aussi animé. Enseigner est vraiment important pour toi, n'est-ce pas? » « Oui, admit Nora. Cela m'a manqué plus que je ne le pensais. Merci de me l'avoir suggéré. » Tucker haussa les épaules. Cela semblait dommage qu'une enseignante qualifiée fasse la cuisine et le ménage, alors que la ville avait besoin de quelqu'un pour éduquer ses enfants. « Cela signifie-t-il que tu comptes désormais faire la cuisine et le ménage? » Taquina Nora. Cette fois, Tucker éclata de rire. « Que Dieu nous vienne en aide si je le faisais. Nous mourrions de faim en une semaine et la poussière nous ensevelirait avant la fin du mois. » Leurs rires partagés donnèrent l'impression d'un changement entre eux, d'une nouvelle aisance,
d'un approfondissement de leur relation au-delà de l'arrangement pratique qu'il avait initié. Pour la première fois, Nora se surprit à considérer Tucker non seulement comme son sauveur ou son mari réticent, mais aussi comme un partenaire dans la vie qu'ils construisaient ensemble. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu après le dîner, Tucker aborda à nouveau le sujet des préparatifs pour l'hiver. J'ai réfléchi à la situation de la chambre, dit-il en fixant les flammes. Et si nous construisions un mur pour diviser la chambre principale en deux pièces plus petites, toutes deux avec accès à la cheminée? Nora réfléchit à l'idée. La chambre principale était suffisamment spacieuse pour être divisée, mais les pièces obtenues seraient assez petites. Cela pourrait fonctionner, je suppose, mais ne serait-ce pas trop compliqué? Pas vraiment. Je suis doué avec les outils. Je pourrais le faire avant les premières neiges. Si tu es sûr, dit Nora, même si quelque chose en elle était déçu par cette solution. Elle avait l'impression que Tucker était littéralement en train de construire un mur entre eux, cimentant la nature platonique de leur relation. Au cours de la semaine suivante, Tucker travailla sur le projet de la chambre à coucher chaque fois qu'il n'était pas occupé par les tâches du ranch. Il construisit un mur solide au milieu de la pièce, laissant un petit couloir à une extrémité afin que les deux chambres puissent accéder à la cheminée. Il déplaça son lit et sa commode d'un côté, ceux de Nora de l'autre, et installa une porte pour chaque chambre. Le résultat était pratique, même s'il n'était pas particulièrement élégant. La nouvelle chambre de Nora était plus petite que l'ancienne, mais beaucoup plus chaleureuse grâce à la cheminée qui diffusait une chaleur constante. Une petite fenêtre donnait sur le jardin et Tucker lui avait même construit une petite étagère pour ses livres et ses effets personnels. C'est parfait, lui dit-elle lorsqu'il lui montra le projet terminé. Merci pour tout ton travail, répondit Tucker en hochant la tête, semblant satisfait de sa réaction. Cela devrait nous permettre de rester au chaud tout l'hiver. Et ce fut le cas. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, que la neige s'accumulait autour de la cabane et que les températures chutaient, Nora était reconnaissante de la chaleur de la cheminée. Chaque soir, Tucker entretenait le feu avant qu'ils ne se retirent dans leurs chambres respectives, s'assurant qu'il durerait jusqu'au matin. Les journées de Nora prirent un nouveau rythme une fois l'école commencée. 3 matins par semaine, Tucker la conduisait en ville en traîneau, puis revenait la chercher dans l'après-midi. Les autres jours, elle restait au ranch pour s'occuper des tâches ménagères et préparer les cours pour ses 12 élèves âgés de 5 à 14 ans. Enseigner à Willow Creek était à la fois plus difficile et plus gratifiant que son poste à Philadelphie. Avec des ressources limitées et des élèves d'âge et de niveau très variés, Nora devait faire preuve de créativité et de flexibilité. Mais les enfants étaient avides d'apprendre, et leurs parents, à quelques exceptions près, la soutenaient et appréciaient ses efforts. Même Victoria Blackwell avait reconnu à contre-cœur le succès de Nora, remarquant à Harriet, qu'il avait aussitôt rapporté à Nora, que la femme Jones semblait avoir un don avec les enfants, quelle que soit son origine. À mesure que l'hiver s'intensifiait, le ranch devenait de plus en plus isolé. Les fortes chutes de neige rendaient souvent la route vers la ville impraticable, obligeant Nora à annuler les cours et la laissant seule avec Tucker pendant plusieurs jours d'affilée. Ces périodes d'isolement auraient pu être inconfortables au début de leur relation, mais ils avaient désormais développé une relation confortable. Le soir, ils s'asseyaient près du feu, Tucker sculptant ou réparant des objets, Nora lisant ou corrigeant les devoirs des élèves. Parfois, ils discutaient, Tucker racontant des anecdotes sur ses années en tant que conducteur de bétail ou soldat, Nora relatant des incidents amusants survenus dans sa classe. D'autres fois, ils appréciaient simplement le silence complice, rompu seulement par le crépitement du feu et le hurlement du vent à l'extérieur. C'est au cours d'une de ces soirées, alors qu'une tempête de neige faisait rage au-delà des murs de la cabane, que leur relation prit un tournant inattendu. Nora lisait à haute voix l'Iliade, l'exemplaire de Tucker, qu'elle découvrit être très usé à force d'avoir été lu fréquemment. Lorsqu'il lui demanda soudainement « Ça te manque? Philadelphie, je veux dire, la civilisation. » Elle leva les yeux, surprise par la question. Parfois, admit-elle, les bibliothèques et les musées me manquent. Les salles de concert, les bains chauds qui ne nécessitent pas de transporter des seaux d'eau, elle sourit pour adoucir ses propos. Mais la foule, le bruit, la pression constante d'être quelqu'un que je n'étais pas tout à fait à l'aise d'être ne me manquent pas. Tucker acquiesça pensivement. Et ta famille et tes amis? Je vous ai déjà dit que mes parents sont morts il y a 2 ans.
J'ai un cousin à Boston, mais nous n'avons jamais été proches. Nora marqua sa page dans le livre. Quant à mes amis, j'avais bien sûr des collègues, mais de vrais amis, il y en avait peu. En partie à cause de votre position d'enseignante, reconnut Nora. On attendait certaines choses d'une jeune enseignante célibataire. J'étais censé être irréprochable, presque comme dans mon dévouement envers mes élèves. Cela rendait difficile de nouer des amitiés étroites. Elle hésita, puis ajouta. Et puis il y avait Richard Thompson. L'expression de Tucker s'aiguisa. L'homme qui vous a fait arrêter? Nora acquiesça. C'était le fils du bienfaiteur de l'école. Il a commencé à me courtiser, ou du moins ce qu'il considérait comme de la cour. Quand j'ai rejeté sa demande, il est devenu difficile. Il a répandu des rumeurs sur ma personnalité, rendant ma position à l'école inconfortable. Elle soupira. Quand cela n'a pas marché, il a eu recours à l'accusation de vol. Salaud, marmonna Tucker. Oui, c'était un salaud, acquiesça Nora. Mais d'une manière étrange, je lui en suis presque reconnaissante aujourd'hui. Elle croisa le regard interrogateur de Tucker. Sans ses actions, je ne serais jamais venu dans l'Ouest, je ne t'aurais jamais rencontré, toi ou Harriet. Je n'aurais jamais trouvé cette vie qui, malgré toutes ses difficultés, me semble plus authentique que celle que j'avais auparavant. Tucker resta silencieux pendant un long moment. As-tu déjà regretté de m'avoir épousé ce jour-là? La question prit Nora au dépourvu. Non, répondit-elle doucement. Je ne l'ai jamais regretté. Même si ce n'est pas un vrai mariage, c'était là la reconnaissance qu'ils avaient tous deux évitée pendant des mois. Nora sentit son cœur s'accélérer. N'est-ce pas? Demanda-t-elle. Nous vivons ensemble, travaillons ensemble, partageons nos journées et nos soirées. Nous nous soutenons, nous respectons. Qu'est-ce qui rend un mariage plus réel que cela? Le regard de Tucker la fixait. Tu sais quoi? Nora sentit ses joues s'empourprer, mais elle ne détourna pas les yeux. Oui, je sais quoi, mais cela ne rend pas ce que nous avons moins précieux ou moins significatif. Non, acquiesça Tucker doucement. Ce n'est pas le cas. Quelque chose dans son ton fit retenir son souffle à Nora. Tucker, un bruit soudain à l'extérieur interrompit ce qu'elle aurait pu dire. Tucker se leva immédiatement et attrapa le fusil qu'il gardait près de la porte. « Reste ici !» ordonna-t-il en enfilant son manteau. « Qu'y a-t-il » demanda Nora, alarmée. « C'est probablement juste le vent qui a fait tomber une branche sur le toit de la grange, mais je préfère aller vérifier. » Il disparut dans la tempête hurlante, laissant Nora seule avec ses pensées qui s'embalayaient. Était-il sur le point de vivre quelque chose d'important? Avait-elle imaginé le changement dans l'expression de Tucker, la nouvelle tension dans l'air entre eux? 10 minutes passèrent, puis 15. L'inquiétude commença à ronger Nora. La tempête de neige était violente, avec des températures bien en dessous de zéro. Même la courte distance jusqu'à la grange était dangereuse dans de telles conditions. Alors qu'elle s'apprêtait à enfiler son manteau pour partir à sa recherche, la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer un vent chargé de neige et Tucker, couvert de givre. Il portait quelque chose dans ses bras, un petit paquet de fourrure en piteux état. « J'ai trouvé ce petit blotti contre la porte de la grange », dit-il en refermant la porte derrière lui d'un coup de pied, presque gelé. Nora se précipita pour voir un chiot à moitié grand, dont la fourrure noire et blanche était emmêlée de glace et de neige. « Oh, le pauvre! Est-il vivant? »« À peine, » répondit Tucker en amenant le chiot près du feu. « Va chercher des couvertures. » Nora se précipita pour aller chercher des couvertures sur son lit. Ensemble, ils séchèrent doucement l'animal tremblant, l'enveloppèrent dans le tissu chaud et le placèrent près de la cheminée. « D'où venait-il? » se demanda Nora en caressant la tête du chiot. Était-ce l'un des chiens de la ferme des Peterson? C'étaient leurs voisins les plus proches. « Trop loin dans cette tempête, » répondit Tucker en secouant la tête. « Ce devait être un chien errant. Ou peut-être que quelqu'un l'avait abandonné, pensant que nous aurions besoin d'un chien. » Le chiot ouvrit les yeux, l'un bleu, l'autre marron, et poussa un faible gémissement. Le cœur de Nora fondit. « Il faut lui donner du lait chaud, » dit-elle en se dirigeant déjà vers la cuisine. Ils passèrent l'heure suivante à soigner le chiot, l'incitant à boire du lait chaud mélangé à un peu de bouillon et le gardant enveloppé dans des couvertures près du feu. Peu à peu, la petite créature commença à montrer des signes de rétablissement, remuant timidement la queue lorsque Tucker lui grattait les oreilles. « C'est un miracle qu'il ait survécu là-bas, » dit Nora, en regardant le chiot enfin sombrer dans ce qui semblait être un sommeil normal plutôt qu'une inconscience proche de la mort.
C'est un petit dur, acquiesça Tucker. Il regarda Nora, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. La comparaison fit rire Nora. Tu me traites de clochard débraillé, Tucker Jones? Son sourire s'élargit. Une survivante? Quelqu'un qui n'abandonne pas même lorsque tout est contre elle. Ce compliment réchauffa Nora plus que le feu. Merci de l'avoir sauvé. On dirait que j'ai l'habitude de recueillir les animaux errants, dit Tucker d'un ton léger, mais le regard sérieux lorsqu'il croisa celui de Nora. Le moment de tout à l'heure revint, l'air entre eux chargé d'une possibilité tacite. Mais cette fois, c'est Nora qui brisa la tension, soudain incertaine de ses propres sentiments et craignant de mal interpréter les siens. Il se fait tard, dit-elle en se levant. Nous devrions tous les deux nous reposer. Je vais voir le chiot pendant la nuit. Tucker acquiesça, acceptant son retrait sans commentaire. Bonne nuit, Nora. Bonne nuit, Tucker. Dans son lit cette nuit-là, avec le nouveau mur entre eux qui semblait plus mince que jamais, Nora avait du mal à trouver le sommeil. La conversation près du feu se rejouait sans cesse dans son esprit. Qu'est-ce que Tucker était sur le point de dire avant d'être interrompu? Que se serait-il passé si le chiot n'avait pas eu besoin d'être secouru? Et surtout, que voulait-elle qu'il se passe? Cette question la hantait alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité. La tempête de neige dura 3 jours, les empêchant de quitter le ranch. Le chiot, qu'ils baptisèrent un scout en raison de son penchant apparent pour l'errance, se remit rapidement et s'avéra être un ajout vivant et affectueux à leur foyer. Tucker lui construisit un petit lit près de la cheminée. Mais le plus souvent, Scout se trouvait recroquevillé aux pieds de Nora pendant qu'elle travaillait ou faisait le ménage. Il a clairement choisi sa préférée, observa Tucker le 3e soir, en regardant Scout suivre Nora dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Il est simplement reconnaissant envers ceux qui le nourrissent, répondit Nora, bien qu'elle fût secrètement ravie de l'attachement du chiot. C'est un chien intelligent, alors, dit Tucker. Il sait qui prépare la meilleure nourriture du coin. Ce compliment fit sourire Nora. Tucker était devenu plus expressif ces dernières semaines, plus enclin à exprimer sa gratitude ou même à faire des gestes occasionnels. C'était comme si l'hiver rigoureux, loin de créer une distance entre eux, les avait en quelque sorte rapprochés. Pourtant, aucun d'eux n'avait repris la conversation de la nuit où ils avaient trouvé Scout. La question tacite de ce qui constituait un véritable mariage planait entre eux, reconnue mais non abordée. Lorsque la tempête s'est enfin calmée, Tucker a passé la journée à déblayer les chemins menant à la grange et au poulailler, à vérifier le bétail et à évaluer les dégâts causés aux dépendances. Nora en a profité pour nettoyer la cabane de fond en comble, aérer la literie et balayer la poussière et la neige qui s'étaient accumulées pendant leur confinement. Le soir venu, ils étaient tous deux épuisés, mais satisfaits de leur travail. Après le dîner, alors qu'ils étaient assis près du feu avec les scouts ronflant doucement entre eux, Tucker dit « La route devrait être praticable demain. Je peux t'emmener en ville pour l'école si tu es prête. » Les enfants doivent être en train de grimper au mur après 3 jours à l'intérieur, dit Nora avec un sourire. Leurs parents seront reconnaissants de pouvoir les envoyer à l'école, acquiesça Tucker. Je pensais que nous pourrions rester dîner à l'hôtel après. Une sorte de célébration. 6 mois, dit Tucker. Demain, cela fera 6 mois. Il s'interrompit, réalisant apparemment que lui rappeler la vente aux enchères n'était peut-être pas de la façon la plus romantique de suggérer une célébration d'anniversaire. Mais Nora était touchée qu'il s'en soit souvenu. 6 mois depuis que tu m'as sauvé, compléta-t-elle pour lui. Depuis que nous nous sommes mariés. Oui, dit Tucker. J'ai pensé que ce serait sympa de marquer le coup, si tu veux. J'aimerais beaucoup, dit Nora doucement. Le lendemain, l'école se passa mieux que Nora ne l'avait prévu. Après cette longue pause, les enfants étaient certes agités, mais aussi impatients de partager leurs aventures dans la neige et de reprendre le rythme des cours. À la fin de la journée, ils avaient bien avancé dans leurs études et Nora leur avait donné des lectures à faire pour rattraper le temps perdu. Tucker arriva pour la chercher juste au moment où elle renvoyait la classe. Elle le regarda par la fenêtre de l'école aider les plus jeunes enfants à enfiler leurs manteaux et leurs bonnets, s'agenouillant pour refaire les lacets d'une petite fille lorsqu'il se défaisait. La vue de ses grandes mains calleuses s'occupant si délicatement du petit pied de l'enfant fit naître un pincement dans la poitrine de Nora. Il ferait un père merveilleux, pensa-t-elle, et cette prise de conscience fut à la fois surprenante et, d'une certaine manière, inévitable.
Bien sûr, Tucker serait doué avec les enfants. Il était patient, gentil et stable, toutes les qualités dont un enfant avait besoin chez un parent. Mais avoir des enfants nécessiterait que leur mariage devienne réel, comme ils en avaient discuté, ou presque discuté, cette nuit-là près du feu. Cette pensée provoqua une vague de nervosité dans l'estomac de Nora, qui n'était pas tout à fait désagréable. La salle à manger de l'hôtel était presque vide lorsqu'ils arrivèrent, la plupart des habitants de la ville étant encore occupés à rattraper les tâches ménagères retardées par la tempête. Tucker avait réservé une table près de la cheminée et commandé leur repas à l'avance, du rôti de bœuf avec tous les accompagnements, suivi d'une tarte aux pommes, un luxe comparé à leur repas habituel au ranch. C'est charmant, dit Nora en regardant la table soigneusement dressée avec sa nappe blanche et ses vraies serviettes. Je ne savais pas que Willow Creek offrait de telles commodités. Madame Henderson tient d'un bon établissement, acquiesça Tucker. Ce n'est pas tout à fait le niveau de Philadelphie, mais c'est le meilleur que nous ayons ici. C'est parfait, lui assura Nora. Merci de me l'avoir suggéré. Ils mangèrent en silence pendant un moment, en bonne compagnie. La nourriture était en effet excellente selon les standards de la frontière. Nora se surprit à observer Tucker de l'autre côté de la table, remarquant comment la lumière du feu projetait des reflets chauds sur ses cheveux foncés et adoucissait les traits habituellement sévères de son visage. Il s'était habillé avec soin pour l'occasion, portant une chemise propre et la cravate à nouer qu'elle l'avait aidé à choisir lors d'une de leurs sorties en ville. « Quoi? » demanda Tucker en croisant son regard. « Rien, » répondit Nora en sentant ses joues rougir. « Je te remercie simplement pour tout. Ces 6 derniers mois n'ont certes pas été ce à quoi je m'attendais, en venant dans l'Ouest, mais je suis reconnaissante de la façon dont les choses se sont déroulées. » Tucker acquiesça, l'air sérieux. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit pendant la tempête, à ce qui rend un mariage réel. » Le cœur de Nora se mit à battre plus fort. « Oh, tu avais raison. Ce n'est pas seulement une question physique, c'est un partenariat, du respect, construire quelque chose ensemble. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais je veux que tu saches que si jamais tu le souhaitais, c'est-à-dire si tu décidais que tu voulais un mariage complet, je ne m'y opposerais pas. » La manière formelle, presque guindée, dont il s'exprimait aurait pu être comique dans d'autres circonstances. Mais Nora comprit le courage qu'il avait fallu à Tucker pour aborder le sujet et s'exposer à un rejet. « J'y ai pensé aussi, » admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « À nous, à ce qui pourrait être possible entre nous. » Les yeux de Tucker s'assombrirent, et Nora prit une profonde inspiration. « Je pense que j'aimerais essayer de rendre notre mariage complet, si c'est aussi ce que tu veux. » L'expression qui traversa le visage de Tucker, soulagement, joie, désir, coupa le souffle à Nora. Il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne dans la sienne. « C'est ce que je veux, » dit-il simplement, depuis un certain temps déjà. Cette confession fit mal au cœur à Nora. Pourquoi n'as-tu rien dit? Le pouce de Tucker traça des cercles sur le dos de sa main. Je ne voulais pas que tu te sentes sous pression ou obligé. Je voulais que ce soit ton choix libre. Bien sûr, c'était vrai. C'était tout à fait Tucker de faire passer son confort et son libre arbitre avant ses propres désirs. À ce moment-là, Nora réalisa qu'elle était tombée amoureuse de lui, non pas soudainement, mais progressivement, jour après jour, au cours des 6 derniers mois. « Tucker, » dit-elle doucement, « je pense que nous devrions rentrer à la maison maintenant. » La compréhension se refléta dans ses yeux. « Tu es sûr? »« Je suis sûr. » Le trajet du retour lui sembla à la fois interminable et trop court. Ils s'assirent près l'un de l'autre sur le siège du traîneau, le bras de Tucker autour de Nora pour la stabiliser sur la route enneigée et chaoteuse. Ce contact physique, aussi innocent fut-il, semblait chargé d'une nouvelle signification. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch, Tucker s'occupa du cheval à une vitesse record tandis que Nora se rendait à la cabane. Scout l'accueillit avec enthousiasme, mais même le chiot semblait sentir que quelque chose avait changé. Il s'installa rapidement près du feu, au lieu de réclamer son moment de jeu habituel. Nora se déplaça dans la cabane pour allumer les lampes, ajouter du bois dans le feu et, après un moment d'hésitation, retirer les épingles de ses cheveux, les laissant tomber en cascade dans son dos. Elle venait de poser la dernière épingle sur la cheminée lorsque la porte s'ouvrit et que Tucker entra. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder à travers la pièce.
Puis Tucker réduisit la distance qui les séparait en 3 longues enjambées, s'arrêtant juste avant de la toucher. « Je ne t'ai jamais dit à quel point tu es belle, dit-il d'une voix rauque d'émotion. Je l'ai pensé souvent, mais je ne l'ai jamais dit. » Nora eut le souffle coupé. « Tu me trouves belle, dès l'instant où j'ai retiré ce sac de ta tête. » Tucker tendit lentement la main, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le souhaitait, et toucha une mèche de ses cheveux. « Tu m'as regardé avec ses yeux, provoquants, effrayés, mais si fort, et j'ai su que je t'aurais épousée, même si tu avais été la femme la moins belle du Montana. » Ces mots, si inattendus de la part de Tucker, d'ordinaire si réservés, firent monter les larmes aux yeux de Nora. « Je pensais que tu m'avais épousée par pitié ou par devoir. » Tucker secoua la tête. « Peut-être au début, mais pas pour longtemps. » Sa main quitta ses cheveux pour caresser sa joue. « Puis je t'embrassai, Nora, comme un mari devrait embrasser sa femme. » En réponse, Nora se mit sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser commença doucement, presque timidement, mais s'intensifia rapidement alors que des mois de désir inavoué surgissaient entre eux. Les bras de Tucker entourèrent sa taille, l'attirant contre lui, tandis que les mains de Nora trouvèrent le chemin de ses épaules, puis de ses cheveux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Tucker posa son front contre le sien. « Je t'aime, dit-il simplement. Depuis un certain temps déjà. » La joie envahit le cœur de Nora. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Mon cowboy qui m'a acheté aux enchères et m'a fait devenir sa femme. » Un lent sourire se dessina sur le visage de Tucker. « Les $100 les mieux dépensés de ma vie, rit Nora, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Emmène-moi au lit, Tucker Jones. Je crois que nous avons un mariage à parfaire. » Au cours des jours et des semaines qui suivirent, la relation entre Nora et Tucker s'épanouit pour devenir le véritable partenariat qu'ils avaient commencé à construire des mois auparavant, désormais renforcé par l'intimité physique et émotionnelle qu'ils partageaient. Le mur entre leurs chambres tomba littéralement lorsque Tucker le démolit un week-end, redonnant à la chambre principale son espace d'origine. L'hiver céda la place au printemps, apportant avec lui une nouvelle vie au ranch. Des veaux naquirent, le jardin fut planté et Scout passa du stade de chiot maigrichon à celui de beaux jeunes chiens débordant d'énergie et d'une loyauté sans faille. L'école continua et les élèves de Nora firent des progrès remarquables sous sa direction. Même les parents les plus sceptiques furent conquis par son dévouement et les résultats évidents de ses méthodes d'enseignement. Alors que le mois d'avril apportait un temps plus chaud et que la fin du trimestre scolaire approchait, Nora commença à soupçonner un nouveau développement dans leur vie. Ses règles mensuelles, régulières comme une horloge depuis son adolescence, étaient en retard. Au début, elle attribua cela au stress ou au changement de régime alimentaire depuis son arrivée dans l'Ouest. Mais au fil des semaines, d'autres symptômes apparurent. Seins sensibles, fatigue inhabituelle, aversion étrange pour le café qu'elle appréciait habituellement. Elle ne pouvait plus ignorer l'explication probable. Elle confirma ses soupçons auprès d'Harriet, qui l'examina avec l'œil exercé d'une femme qui avait elle-même donné naissance à 5 enfants et assisté à d'innombrables autres naissances dans la région. « Je dirais que tu en es à environ 8 semaines, déclara Harriet, rayonnante. « Je dirais plutôt en novembre. Le moment idéal après la récolte, mais avant que l'hiver ne s'installe pour de bon. » Nora posa une main protectrice sur son ventre encore plat. « Un bébé, murmura-t-elle, la voix mêlée d'admiration et de terreur. « Nous allons avoir un bébé. »« Et quel enfant chanceux ce sera, » dit Harriet avec fermeté. « Avec toi pour mère et Tucker Jones pour père. Cet homme remuerait ciel et terre pour ceux qui l'aiment. » Ce soir-là, Nora prépara le plat préféré de Tucker, un ragoût de chevreuil accompagné de boulettes, et dressa la table avec un soin particulier. Elle avait envisagé différentes façons d'annoncer la nouvelle, mais avait décidé que la simplicité et la franchise étaient une des meilleures options. Tucker n'avait jamais été du genre à faire des gestes élaborés ou à tourner autour du pot. Lorsqu'il revint de la grange, il remarqua immédiatement les préparatifs spéciaux. « C'est pour quelle occasion ?» demanda-t-il en se lavant les mains dans le lavabo. « Une femme ne peut-elle pas préparer un repas spécial pour son mari sans occasion particulière ?» Taquina Nora, mais sa voix trahissait sa nervosité. Tucker scruta son visage. « Elle le peut, mais quelque chose me dit qu'il y a une occasion. » Ils s'assirent pour manger, et Nora essaya de maintenir une conversation normale, lui demandant comment s'était passée sa journée
et lui racontant les progrès de ses élèves dans leur projet de fin de trimestre. Mais à mi-chemin du repas, Tucker posa sa cuillère et tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Nora, dit-il doucement, quoi qu'il se passe, tu peux me le dire. Elle croisa son regard, y vit l'amour et l'inquiétude, et trouva le courage de lui dire « Je suis enceinte, murmura-t-elle. Nous allons avoir un bébé, Tucker, en novembre. » Pendant un instant, Tucker resta parfaitement immobile, le visage impassible. Puis, à la grande surprise de Nora, ses yeux se remplirent de larmes. « Un bébé, répéta-t-il, la voix chargée d'émotion. « Notre bébé. » Nora acquiesça, les yeux remplis de larmes en réponse à sa joie évidente. « Es-tu heureux? » Tucker se leva, contourna la table, s'agenouilla à côté de sa chaise et posa une main respectueuse sur son ventre. « Plus heureux que je ne l'ai jamais été, » dit-il en la regardant avec un tel amour qu'elle en eut le souffle coupé. « Merci, Nora, d'être entrée dans ma vie, d'être ma femme, de m'avoir donné une famille. » Nora posa sa main sur la sienne. « C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as sauvé ce jour-là, à plus d'un titre. » Tucker secoua la tête. « Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Et lorsqu'il la serra dans ses bras, Nora sut que c'était vrai. Ils avaient tous deux été seuls, chacun à leur manière, jusqu'à ce que le destin et une cruelle vente aux enchères les réunissent. Aujourd'hui, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer 6 mois plus tôt. Un véritable mariage, un foyer, et bientôt un enfant pour partager leur amour. Le mois de novembre arriva avec une chaleur inhabituelle, comme si la nature elle-même coopérait avec l'accouchement imminent de Nora. La récolte avait été abondante, le ranch était prêt pour l'hiver, et Tucker avait terminé la chambre d'enfant, une petite pièce adjacente à leur chambre qui servait auparavant de débarras. La grossesse de Nora s'était déroulée sans encombre, Harriet la surveillant régulièrement et Tucker veillant sur elle avec protection lorsqu'il n'était pas occupé à ses tâches au ranch. Le conseil scolaire avait embauché un enseignant temporaire pour le trimestre d'hiver, Nora prévoyant de reprendre l'enseignement au printemps si tout se passait bien avec le bébé. Par un après-midi ensoleillé, 2 semaines avant la date prévue, Nora étendait le linge dans la cour, profitant de ce qui pourrait être la dernière journée vraiment agréable avant l'arrivée de l'hiver. Scout était couché à proximité, partagé entre la surveillance des lapins et la protection de sa maîtresse. La première douleur prit Nora par surprise, une crampe aiguë qui lui fit lâcher le drap qu'elle était en train d'étendre. Elle la considéra comme une fausse contraction, comme Harriet l'avait prévenu qu'il pouvait y en avoir dans les dernières semaines. Mais lorsqu'une deuxième contraction, plus forte, suivit peu après, elle sut que c'était le véritable début. Elle appela Tucker, mais il était trop loin dans le pâturage nord pour l'entendre. Scout, sentant sa détresse, se leva et se pressa contre ses jambes en gémissant doucement. « Tout va bien, mon garçon, » le rassura Nora en lui caressant la tête. « Je dois juste rentrer à la maison. » Elle réussit à rentrer juste au moment où une autre contraction la saisit. Celle-ci était si forte qu'elle eut le souffle coupé et dut s'agripper au dossier d'une chaise pour se soutenir. Une fois la contraction passée, elle se dépêcha de préparer des draps propres, de remplir la bouilloire d'eau et d'envoyer Scout chercher Tucker avec un mot attaché à son collier. Lorsque Tucker fit irruption dans la pièce, les yeux écarquillés d'inquiétude, Nora était agenouillée à côté du lit, respirant pour surmonter une nouvelle contraction. « Le bébé arrive, » dit-elle en esquissant un sourire malgré la douleur. « Scout t'a trouvé. Je venais à peine d'atteindre la lisière de la forêt quand je l'ai entendu aboyer, » dit Tucker en s'agenouillant à côté d'elle et en lui prenant de la main. « Que veux-tu que je fasse? »« Va chercher Harriet, » dit Nora, « et reste avec moi. » Les heures qui suivirent furent un mélange confus de douleur et de détermination pour Nora. Harriet arriva rapidement, apportant son calme expérimenté dans la salle d'accouchement. Tucker resta aux côtés de Nora tout au long de l'accouchement, lui tenant la main, lui essuyant le front et lui murmurant des mots d'encouragement alors qu'elle s'efforçait de mettre leur enfant au monde. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres dans la chambre, Harriet annonça « Je vois la tête, encore un dernier effort. » Nora rassembla ses dernières forces et poussa de toutes ses forces. Elle ressentit une douleur intense, puis un soulagement bienvenu lorsque leur enfant vint au monde en poussant un cri vigoureux. « C'est une fille !» s'exclama Harriet triomphalement. « Une magnifique petite fille en bonne santé. »
Lorsque Nora leva les yeux vers Tucker, son visage était transformé par l'émerveillement et la joie. Une fille, murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Nous avons une fille. Après avoir nettoyé et emmailloté le bébé, Harriet le plaça dans les bras de Nora. En regardant le petit visage parfait qui arborait déjà le menton fort de Tucker et ce qui serait probablement les cheveux châtain clairs de Nora, celle-ci ressentit un amour si intense qu'elle en eut les larmes aux yeux. Elle est parfaite, murmura-t-elle en caressant doucement la joue du bébé du bout des doigts. Comment allons-nous l'appeler? Demanda Tucker, assis sur le bord du lit, son bras autour des épaules de Nora, tandis qu'il contemplait leur nouveau-né. Nora avait réfléchi à des prénoms tout au long de sa grossesse, mais n'avait pas encore pris de décision. En regardant maintenant leur fille, née d'une union improbable, qui avait commencé par une vente aux enchères et un sac sur la tête, elle savait exactement ce que cet enfant représentait. Hope, dit-elle doucement. Elle s'appelle Hope parce que c'est ce que tu m'as donné ce jour-là en ville et ce qu'elle représente pour notre avenir. Tucker acquiesça, retenant ses larmes. Hope Jones, c'est parfait. Alors que le crépuscule laissait place à la nuit, Harriet s'affairait discrètement dans la cuisine pour préparer un repas de fête, tandis que Tucker et Nora restaient blottis l'un contre l'autre sur leur lit, émerveillés par le miracle qu'ils avaient créé. Je n'aurais jamais pensé avoir tout cela, admit Tucker d'une voix basse et respectueuse. Une femme, un enfant, une vraie famille. Après la guerre, j'étais perdu, en colère. Je pensais finir mes jours seul dans ce ranch. Nora se blottit contre lui, puisant sa force dans sa présence rassurante. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver vendu aux enchères dans une ville frontalière, un sac sur la tête. Elle lui sourit. La vie prend des tournants inattendus. Dieu merci, dit Tucker avec ferveur en déposant un baiser sur son front. Je t'aime, Nora Jones. Toi et Hope êtes toutes pour moi. Et nous t'aimons, répondit Nora, le cœur débordant de joie. Mon cow-boy qui a soulevé le sac et m'a dit qu'il m'épouserait ce jour-là, alors que Hope dormait paisiblement dans ses bras et que le cœur régulier de Tucker battait sous son oreille. Nora réfléchit au chemin sinueux et étrange qu'il avait mené à ce moment. De la salle des ventes à ce lit douillet, d'étrangère désespérée à épouse et mère aimée, son parcours avait été improbable, mais parfait à sa manière. Le sac qui avait autrefois caché son visage avait en fait révélé son avenir. Un avenir plus radieux et plus épanouissant que tout ce qu'elle aurait pu imaginer dans sa vie antérieure. Et tout avait commencé par l'acte de courage et de compassion d'un cow-boy discret qui avait non seulement retiré le sac de jute de sa tête, mais aussi dissipé l'incertitude qui pesait sur son avenir. Dehors, la première neige de l'hiver commençait à tomber, recouvrant leur ferme d'un manteau blanc immaculé. Mais à l'intérieur, enveloppée d'amour et d'une nouvelle vie, Nora ne s'était jamais sentie aussi réconfortée et certaine d'être exactement là où elle devait être.